On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com, une émission entièrement dédiée aujourd'hui à Paul Touin, qui, après 22 années d'implication au sein de l'Internationale de Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu, tire tranquillement, pas vite, sa révérence et passe le flambeau à Marie-Claude Beauvais. Et il va nous parler également de ses projets d'avenir, de retraite, de grand-père et d'huile d'olive. On regarde ça à l'instant avec Paul Touin. Après plus de 22 années d'implication au sein de l'Internationale de Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu, l'un de ses organisateurs décide de tranquillement, pas vite, passer le flambeau et se retirer dans ses terres pour produire de l'huile d'olive, peut-être. Avec nous pour en parler, Paul Touin. Bonsoir et bienvenue. Merci, Éric. Bonsoir. À quel moment la décision finale s'est prise? Bon, bien là, tout est en place. Je peux amorcer une transition et me retirer tranquillement de l'organisation. En fait, l'an passé déjà, je te dirais peut-être au mois de mars-avril, j'avais commencé à discuter de ça avec le conseil d'administration en transférant une partie de mes responsabilités ou pouvoirs. Parce que depuis plusieurs années, Marie-Claude Beauvais travaille avec moi puis elle travaille à la vente de la commandite, ce qui n'est pas évident à réussir. Et donc, Marie-Claude, en étant mon associée, prend la relève tranquillement. Et déjà, j'avais dit que je me retirais du quotidien puis de la gestion quotidienne. Mais après 22 ans, se retirer, c'est pas si évident que ça. Et pour ceux qui nous entourent, ils nous retiennent aussi un peu. Donc, j'ai commencé comme ça l'an passé et durant l'événement, je voulais, n'eût été là, de l'accident et du malheureux décès là, de Maxime, j'aurais été un peu plus loin cette année, ce qui n'a pas été le cas. Mais donc, on avait convenu qu'à cette étape-ci, pour la prochaine édition 2014, moi, je sois là pour toute la période de planification stratégique, parce qu'on entre en planification stratégique, on est dans ça. Donc, jusqu'en décembre. Et pour qu'après ça, les gens puissent, eux, livrer un événement, ce qui est de leur responsabilité. Donc, la gestion au quotidien, c'était déjà amorcé. Et puis, le fait de l'annoncer, c'est pour permettre aussi que ce soit clair pour tout le monde dans la communauté. Est-ce qu'en même temps, il n'y a pas, à l'égard d'un événement aussi important que les Montgolfières, une espèce de responsabilité sociale, dans la mesure où on a pris un événement en 92, qui était mal en point. On l'a monté à ce qu'il est aujourd'hui. Je présume que l'un de ses fondateurs ne veut pas voir ça détruire dans les 5 prochaines années. C'est viscéral. Cet événement-là, il fait partie de moi. J'y ai donné beaucoup, avec beaucoup de plaisir. Et c'est évident que tu veux quand même que tout ça fonctionne parce que, tu sais, moi, un des moteurs qui m'a animé dans ça, c'est la créativité. C'est la création de tout ce qu'on a pu faire. Et puis, c'est de le faire pour une clientèle qui est la famille. Ça, pour moi, c'était essentiel. Travailler pour des enfants, ça m'intéresse. Ça m'intéresse qu'on puisse offrir un produit. Et quand je dis aux enfants, mais c'est aussi aux parents de ces enfants-là qui viennent prendre un temps de qualité chez nous, puis de collaboration. Tu sais, le parent devient l'animateur d'enfants. On se connaît depuis longtemps, tu m'as déjà entendu dire ça. Tu vois, c'est les mêmes choses qui me motivent encore aujourd'hui. Ce que je veux, évidemment, c'est que ceux qui prennent la relève continuent d'être stratégiques. Comment on peut justement renouveler un événement comme celui-ci? À partir du moment qu'on a une recette gagnante, en même temps, il n'y a jamais rien d'acquis dans la vie. Il y a les soubresauts de l'économie. Il y a d'autres compétitions aussi. Les gens peuvent dépenser leur argent ailleurs. Même si on a une certaine notoriété dans l'industrie, comment on peut se renouveler? Tu vois, cette année, la façon qu'on a choisi de se renouveler, c'est d'aller ouvrir la consultation auprès des autres, auprès de la compétition, puis auprès de gens qui ne sont pas dans l'industrie nécessairement de l'événement, mais qui offrent de la créativité à cause de leur travail, à cause de leurs entreprises, à cause de leur succès. Et on est dans un point important. Il y a une crise dans les événements. Il y a beaucoup de festivals. Il y a eu une perte, il y a eu une diminution d'achalandage chez tous les événements cette année, incluant le nôtre. Et tout le monde offre des spectacles. Il y a beaucoup de compétition. Et donc, la réponse à comment on fait pour se renouveler, on n'a pas la réponse, on n'a pas la solution encore, mais on a la réponse à comment faire, c'est-à-dire cette année en particulier, c'est de la consultation. Alors, il va y avoir des tables de concertation ou de consultation sur chacun de nos secteurs. Comment on a réussi au fil des 20 dernières années
d'augmenter le budget spectacle. Je résume, disons en 92, je ne me rappelle pas, mais disons, je ne sais pas, tu avais une enveloppe de 500 000 pour faire 9 shows. Là, on sait très bien, avec des artistes de calibre internationaux, il a fallu augmenter la cagnotte, il a fallu augmenter le budget associé aux événements, au spectacle. Comment on a réussi ce tour de force? Bien, en fait, l'ajout de spectacles au festival a permis l'accroissement des revenus pendant une longue période. Et on a eu de l'aide du gouvernement fédéral pendant seulement 2 années. Et on a une excellente collaboration avec la Ville et le gouvernement provincial. Le gouvernement fédéral, il se fait un peu tirer la patte. Et donc, il a arrêté son aide. Donc, c'est là où ça ajoute à la difficulté, c'est qu'il faut que le produit s'améliore. Et actuellement, dans le monde des spectacles, les artistes coûtent de plus en plus cher. Et ça devient, et ça est un enjeu de cette année, ça devient le spectacle qui était une source de rentabilité. Actuellement, c'est la question qu'on se pose. Est-ce qu'il sera encore ça? Est-ce que le côté pervers des artistes internationaux, c'est en sorte de créer des attentes? C'est-à-dire que si, dans une année X, tu vas chercher la big star qui roule à travers le monde, puis que l'année d'après, bien, pour une multitude de raisons, soit budgétaires ou de disponibilité souvent surtout, de ces artistes-là qui sont en tournée. Est-ce que c'est ça qui est le plus difficile, c'est de gérer les attentes qu'on crée avec des succès? Il y a des deux côtés. C'est-à-dire que cette année, pour le 30e, on a voulu faire ce qu'on a déjà fait il y a 8 ans. On se parlait et on disait, ben oui, on a fait une super de belle programmation. Ça répond à tous les âges. Mais tu vois, ça, aujourd'hui, c'est plus un positionnement qu'on peut adapter, qu'on peut adopter. Donc, d'essayer de répondre à tous les âges, comme on a fait l'an passé, ça entraîne une diminution importante du nombre de passeports vendus parce qu'on s'est aperçu que ceux qui viennent au spectacle, beau temps, mauvais temps, puis ce sont les jeunes. Donc, il faut trouver des artistes qui vont répondre à la clientèle, on va dire 18-24 ans. Ça va s'élargir, là, mais si on cible, ça serait 18-24 parce qu'eux, ils veulent une expérience spectacle le soir. Puis même s'ils viennent avec leurs enfants, parce que quand on dit 18-24, il faut comprendre que ça va jusqu'à 35. Les gens qui ont 30 ans ont des enfants de 2-3 ans, puis ils ont 35, ont des enfants de 5 ans. Ils viennent le jour, ils veulent rester le soir. Et notre défi, c'est de positionner quelle offre de spectacle on va faire en 2014. Parce que sans le support d'un gouvernement, par exemple fédéral, on n'a plus les budgets qu'il faut. Et les artistes internationaux coûtent de plus en plus cher. Mais pourtant, je prends l'exemple de cette année, la dernière édition, où, exemple, certains jeunes pouvaient dire « Ah, il me semble que c'est moins hot que l'année passée parce que, je ne sais pas, mais les artistes qui étaient là ne correspondaient pas à leur goût. Et les plus vieux, comme moi, Roger Hodgson de Supertramp ou encore Charles Aznavour, on trouvait ça tout à fait incroyable d'attirer M. Aznavour à Saint-Jean. Bien, ça, c'est sûr que M. Aznavour, que je représente aussi parce qu'il fait de l'huile d'olive, c'est mon compétiteur en Provence. Mais je le représente ici. Ça n'a pas rapport avec ça, ça s'est fait indépendamment de moi. C'est avec Louise Lamoureux que ces choses-là se font. C'est sûr que lui, c'est une grande vedette. Par contre, si tu regardes au niveau de l'achat des passeports, qui est donc, l'achat du passeport, il est davantage fait par les clientèles régionales. Et s'ils n'ont pas au moins 2 spectacles .5 à se mettre sous là-dedans, ils n'achètent pas le passeport. Et pour nous, le passeport est très important parce que souvent, il se fait en pré-vente, etc. Alors, c'est pour ça que la planification stratégique va être assez importante. C'est pour ça que c'est très important cette année. Puis, il y a d'autres choses qui se passent dans le monde des spectacles aussi. Les artistes ont une durée de vie beaucoup plus éphémère. LMFAO, qu'on a eu la chance d'avoir, parce que quand on les avait engagés, ils n'étaient pas si populaires qu'ils l'étaient. Quand on les a eus, ils étaient au pic. L'année d'après, c'est bon. Alors, cette année, c'est encore plus court. Une vedette devient vedette en 3 mois. Et comme notre événement, il y a une date fixe, nous, on n'est pas des producteurs en salle, bien, c'est difficile. Alors, c'est un autre enjeu. Donc, on a beaucoup de questions à se poser sur la façon de traverser cette crise-là pour continuer à progresser. Et je te dirais qu'une des options qu'on va prendre, c'est sur le produit terrain. On a une clientèle cible qu'on ne va pas lâcher, c'est la famille. Et on a un événement qui est non seulement familial, mais quand les gens viennent le découvrir, ils nous disent « Votre événement, il est familial, il est prestigieux. Comment ça se fait que toutes les familles du Québec ne sont pas ici? Comment ça se fait qu'ils ne le connaissent pas? » Alors donc, on doit mieux présenter notre produit d'animation sur le terrain pour les familles. Ça aussi, c'est important. Et la montgolfière qui va toujours rester.
Je reviens à Aznavour en quelques secondes. Comment avez-vous réussi à mettre la main sur Charles Aznavour? Pourquoi Charles Aznavour, 89 ans, débarque à Saint-Jean dans un événement populaire? Dans la négociation qu'il y a eu entre Dominique Ney, son gérant, responsable de ses affaires ici, et Louise Lamoureux, qui se connaissent donc, parce que Louise a quand même une expérience chez nous de plusieurs années, mais ce que Dominique nous a dit, c'est que M. Aznavour a accepté de venir chez nous justement parce que c'est à prix populaire. Parce que lui, là, oui, ça a été le fondement. Il a dit, moi, je veux aller chez vous parce que je veux que mon spectacle soit accessible. Et si vous avez vu son spectacle, vous avez senti qu'il y avait vraiment le goût de parler aux gens qui l'entouraient. Ça a été ça, sa décision. Quand on signe un artiste de 89 ans et qu'on l'annonce au mois d'avril, est-ce qu'on a peur que le monsieur ait des ennuis de santé? On a peur qu'il ait des ennuis de santé parce qu'il y a l'âge, comme vous dites. En même temps, c'est une force de la nature. Hein. Il est incroyablement... Parce que moi, je connaissais son horaire aussi, par exemple, du mois de juin. Je pense que c'était en juin ou même en juillet, où il a fait comme 11 pays en 15 jours. On ne serait pas capable de le faire. Puis lui, il le fait. Puis ça, c'est à travers... Parce que vous savez qu'il est en train d'écrire 2 opéras, puis il est en train d'écrire un livre. Et c'est son fils, Nicolas, qui a commencé à voir à ces choses aussi. Hein. Ça a été très intéressant. Et puis, écoutez, on l'a vu en pleine forme. Et puis, c'était important d'offrir ça à notre population. Bon, on le sait, l'été dernier, il y a eu un événement tragique, la mort de Maxime Trépanier. En 30 ans, le festival a déjà connu des incidents, comme il y en arrive dans ce genre d'événement de Montgolfière. Hein, c'est la loi de la moyenne. Évidemment, dans le cas où là, il y a un décès, comment on a géré la crise? Comment on gère ça? Surtout, exemple, je me mets à ta place où tu dis c'est probablement mes dernières éditions. Puis là, bien, il faut gérer ça. Je peux te répondre tout de suite. On a géré ça avec cœur. D'abord, c'est sûr que la famille a toujours toute ma sympathie et continue de l'avoir, puis on continue de garder des liens avec eux. C'est d'abord le cœur qui parle. Puis je te dirais que mon âge, mon expérience de vie et de travail m'a permis d'être à l'écoute de cette famille-là. Puis ils nous ont beaucoup aidés. C'est mon impression, parce qu'en même temps, cet événement-là arrive en début d'édition. Oui. Je me mets à la place de l'organisateur qui a un événement à mener à bien, advienne que pourra. Mais là, en même temps, il y a ça. Mais je vais te donner un exemple. Le samedi soir, on a fait quelque chose qui était respectueux, puis un bel hommage à Maxime, ou tous les brûleurs et tout ça. Et ça s'est fait assez spontanément avec les pompiers, avec le politique, avec les amis. Mais tu sais, déjà tout de suite, sa mère nous a dit, il faut que vous fassiez le spectacle des Nuits magiques ce soir, parce que Maxime voulait, il faut que vous voliez. Ils nous ont beaucoup aidés. Et nous, on était aussi quand même en contrôle de la situation. Bien, il fallait aussi contrôler les médias pour donner la bonne information, pour pas que ça dérape non plus. Avec les médias sociaux et tout ça. C'est ça, puis que les gens ne sachent pas. Alors, c'est un événement dramatique et ça s'est fait avec respect et avec la collaboration de la famille. Comme organisateur, est-ce qu'on craint toujours ce genre... Oui. On craint tout ce qui n'est pas agréable. Est-ce que, tu sais, moi, dans mes stress de toutes ces années, est-ce que quelqu'un peut faire une crise du cœur? Est-ce qu'un enfant peut se blesser? Est-ce qu'un carte de golf peut accrocher un enfant? Je veux dire, quand il vient 450 000 personnes sur un site, là, on a une responsabilité aussi dans ça. Et on veut agir professionnellement. Je me rappelle d'une anecdote parce que je l'ai encore en tête. À l'édition de 92, il ne faisait pas très chaud d'ailleurs. Je vais peut-être m'en rappeler aussi. C'était le spectacle d'André-Philippe Gagnon. Oui, je me souviens. Oui, où tu avais dû intervenir parce qu'il ventait fort, puis la rangée d'éclairage, je pense qu'il y avait un... Il y avait un spot, là, pour le dire en anglais, qui était tombé. Puis moi, je suis monté très loin de l'artiste, face à André-Philippe Gagnon. Et lui, il a les éclairages de la salle dans les yeux. Donc, il me voit juste à contre-jour. Il ne sait pas du tout qui s'adresse à lui. Et il se prépare à faire son dernier numéro, qui est We Are the World. Et moi, j'ai dit, il faut que tu sortes de la scène. Puis il ne me voit pas, il ne sait pas du tout ce qui se passe, mais j'insiste. Et finalement, on le fait sortir de scène par précaution. Quand il y a des grands vents, alors il y a beaucoup de choses. On a touché du bois, on est chanceux. Il n'y a pas eu trop de malchance de ce côté-là. Puis malheureusement, cette année, un décès. Tu disais tantôt, donc, un événement qui attirait à peu près 450 000 personnes sur 9 jours. Je vais te poser une question un peu bête, mais qui m'a été posée. Oui. Est-ce que l'événement est devenu trop gros? Qui t'a posé ça?
En fait, moi, je pense que ce sentiment-là, il est généré, c'est peut-être minimal, là, de la part de certains citoyens qui sont embêtés par les problèmes de circulation. Je pense qu'on parle de quelque chose d'il y a 2 ans. Je ne pense pas que cette année, beaucoup de gens ont eu à se plaindre de ça. Je pense que c'était exceptionnel. Je vais vous poser ma question on a eu une soirée il y a 2 ans avec LMFAO où il y avait beaucoup de monde. Et depuis ce temps-là, on a modifié totalement les aménagements, ce qui permettrait de recevoir autant de monde et même plus sans qu'il y ait de problème à ce point-là. Alors, on a vraiment, tu sais, juste la surface, par exemple, devant la Grande Seine a été agrandie de 63 %. On a reculé l'aire des restaurants de 100 pieds. C'est plus du tout le même site. En fait, si je repose ma question autrement, est-ce que l'événement peut et doit encore prendre de l'ampleur ou grossir? Ou est-ce qu'on a atteint un peu... Bien, je pense que, tu sais, comme je l'ai souvent dit... Est-ce qu'on a fait le plein de visiteurs, là? Je pense que oui. Je pense que si on avait 60 000 personnes par soir, on serait tout à fait capable de les gérer parce qu'on peut en prendre jusqu'à 100 facilement. Maintenant, même, je dirais plus, mais quand même, soyons modestes, là. Mais ça fait quand même 6 x 9, 54. Là. Ça fait 540 000 visiteurs. Donc, on pourrait grandir. Mais est-ce que c'est le but? C'est d'abord de servir mieux les gens. Et cette année, avec la diminution qu'on a, c'est sûr que si on veut maintenir une fête, il faut qu'on reprenne les gens qu'on a perdus cette année. Donc, il faut qu'on soit dans les mêmes eaux que l'an passé. Quels sont les impératifs budgétaires de cet événement? Parce que si on dit, bon, cette année, il y a une baisse d'achalandage, et on le sait, là, de 84 à 92, l'éternelle question, c'est ça va-tu revenir l'année prochaine? Ils vont-tu faire faillite? Ça, bon, etc., etc. Là, quand même, de 92 à aujourd'hui, il y a eu quand même une certaine pérennité financière. Bien, il y a une belle stabilité financière, mais comme je l'ai souvent dit, il y a une fragilité à un événement. L'édition 2013, on a eu une diminution comme partout au Québec. Puis l'édition 2012, si vous vous souvenez, on a eu une fenêtre de 9 jours. Là. La météo est à 9 jours d'éclair. Donc, ça fait 2 ans d'affilée qu'au niveau des passeports, on en vend beaucoup moins. Donc, cette année, sûrement qu'on devra annoncer à notre prochain CA là, un déficit. Ah oui? Bien oui, parce qu'on ne peut pas avoir moins de monde puis qu'on ne vit pas de l'air du temps. On vit surtout des billets vendus à la porte et de nos... Mais il y a eu des années en surplus. Oui, donc, au final, est-ce qu'on... Bien, il y a eu des années en surplus, mais comme je te dis, tu sais, les surplus d'un événement comme celui-là, ça reste fragile. On est vraiment lié à la météo, puis on est lié à l'achalandage. Alors, c'est pas... c'est un événement qui doit être géré. Par exemple, cette année, c'est sûr qu'à travers notre planification stratégique, on a un volet créativité avec diminution de budget. Donc, il faut travailler avec ça. C'est comme un peu n'importe quelle entreprise. Tu sais, c'est jamais aussi facile que ça en a de l'air de l'extérieur. Avec le recul, la décision du Conseil de ville de 91-92 finalement a été la bonne parce que la première mouture du festival était gérée sous une corporation privée qui faisait l'objet de plusieurs critiques de transparence et tout ça. Depuis 92, le festival est géré via une corporation municipale qui fait affaire avec un gestionnaire, en l'occurrence Cogestion, pour gérer l'événement. Oui, puis toute cette structure-là elle a été revérifiée aussi sur ses aspects juridiques et tout ça pour s'assurer que tout soit correct. Et puis, je pense que ça offre l'avantage de la continuité puis de la pérennité. Ça offre l'avantage de ne pas toujours, je ne sais pas, recommencer à zéro. Donc, stabilité, mais toujours certaines fragilités. Il faut être vigilant. Il faut être vigilant. Je l'ai toujours dit et ça continue d'être extrêmement vrai. C'est vrai. Là, j'ai vu évidemment l'automne dernier, avant la fermeture des travaux au conseil municipal, donc on avait re-signé, 5 ou 7 ans? 7 ans, je pense que... 5 ans. 5 ans, parce que bon. Donc, 5 ans où on sait encore que Cogestion va gérer l'événement. Donc, Paul Touin demeure président de Cogestion. Oui. Puis moi, je demeure au conseil, je demeure là. Puis je demeure à l'événement, mais comme un conseiller ressource auprès de Marie-Claude McBeatty. L'équipe, elle reste là. Puis déjà, dans le quotidien, pour arriver à aller faire mes sélections d'huile d'olive ailleurs, parce que ça fait 10 ans que je vais récolter les olives puis que je vais tailler les oliviers en Provence. Puis que mes amis me disaient « amène-en, mais... » Ça ne pousse pas à Venise en Québec, ça? Ça ne pousse pas à Venise en Québec. Et il faut aller dans le sud de la Provence chercher un beau vert Provence puis un beau fruité noir Provence. Ça vient d'où, cette passion-là? Je ne peux pas t'expliquer, mais quand je suis rentré dans les oliviers, moi, c'est pas la vigne qui m'a intéressé quand je suis allé en Provence, c'est l'olivier. Et quand je vais là puis que je taille l'olivier au mois de mai, là, je rentre dans l'arbre puis que je fais de la place pour que le soleil rentre partout, c'est un bonheur total. C'est une passion comme les arts, c'est mes 2 passions, c'est ce que je veux vivre avec mes petits-enfants. Donc, tu récoltes
Ouais. Les olives. Oui. Et on fait, c'est vraiment traditionnel, puis on s'en va au moulin du village dans les heures qui suivent la récolte, puis on fait presser notre huile. Puis on a gagné une médaille d'or en France. Alors, je suis très fier. C'est un Québécois. La mise qui en a la bouteille, meilleure. C'est fait ici. C'est fait ici. Oui, c'est notre étiquette, c'est notre produit, c'est notre bouteille. C'est fait ici, à l'atelier à Saint-Jean. Il y a un atelier industriel. C'est eux qui embouteillent ça pour nous. C'est beaucoup de travail. Vous faites combien de bouteilles? Là? C'est quoi? C'est artisanal? Là, oui, on a fait genre 4500, 5000 bouteilles. Là. Mais là, je suis allé sélectionner en Espagne. Puis il y aura des huiles. Olivo va prendre, avec ma fille Léa, puis Richard Menard, va prendre de la place. Et on aura des huiles de toute la Méditerranée. Puis avec ma fille Catherine, c'est mon autre passion, c'est les arts. Donc, on représente Laurent Vien, qui est un artiste que tu connais. Donc, on veut faire connaître Laurent ailleurs dans le monde. Et c'est ce qu'on va faire avec quelques artistes. Donc, c'est une retraite où mes passions vont me permettre de voyager et vont aussi permettre justement à mes enfants de s'impliquer. Passion pour l'huile d'olive, celle des spectacles, de l'animation, des fêtes familiales et des montgolfières demeure. Les deux filles marchent un peu dans les traces du père. Mes deux filles étaient dans l'événementiel. On n'a jamais travaillé ensemble, mais Catherine était responsable des événements au Complexe des Jardins depuis 7 ans. Donc, c'est elle qui était la directrice là-bas de toute la programmation. Léa était à Juste pour rire, elle travaillait au Jazz à Montréal. Elles se sont rapprochées à Saint-Jean. Moi, j'en suis très content. On a des enfants, Anne et moi, on a 4 enfants, puis on est content qu'ils soient proches, puis ils nous font des beaux petits-enfants, puis on est très heureux. Donc, la vie est belle. La vie est très belle, surtout dans ce qu'il y a de plus essentiel avec la famille, les enfants. Ça va très bien. Bien, Paul Touin, un gros merci de ce passage. C'est un peu comme une entrevue héritage. Ouais, on passe le flambeau. Là, avant les Olympiques. Quand même assez jeune, là, parce qu'on ne peut pas dire. Je m'en allais poser comme question. Quel souvenir voulez-vous qu'on garde de vous? Mais là, mettez pas l'article à mort, là. Non, pas du tout. On va se parler. Je vais vous en créer pas mal d'autres souvenirs. Vous n'avez pas fini. C'est ça, parce que la vie n'est pas finie, là. Pas du tout. Pas du tout. Paul Touin, merci Une beaucoup. étape. Merci beaucoup, Éric. Salut bien. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous présente le Babillard quotidien. On vous rappelle que la fin de semaine du 9 et 10 novembre au Collège militaire Royal Saint-Jean, c'est le salon Commerce et services du Haut-Richelieu. Donc, le rendez-vous est donné. Vous avez l'adresse Internet pour obtenir des renseignements. On vous rappelle qu'on a toujours notre émission qui s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu, qui à chaque semaine vous présente les travaux du Conseil de ville. Mais là, il y a une pause jusqu'après les élections. Et nous, ce qu'on va faire, on va vous présenter donc la semaine prochaine des extraits des discours de victoire du maire et des 12 nouveaux conseillers et conseillères. Télé-bingo, 3 000 $ en prix à chaque semaine. C'est à tous les dimanches matin, 9h30 au Câble Neuf. Il y a toujours une trentaine de dépositaires pour acheter vos cartes un peu partout sur le territoire Haut-Richelieu et Rouville. Télé du Haut-Richelieu, donc nos coordonnées, on a déménagé de côté de rue, donc 145 Richelieu. Le code postal a légèrement changé aussi. Toujours la même chose, par exemple, pour le numéro de téléphone, l'adresse courriel, Éric Latour en un mot, à commercial-tvhr9.com. Notre site Internet, www.tvhr9.com, pour voir et revoir les entrevues que vous avez peut-être manquées. Nos entrevues, depuis cette saison, sont maintenant en format YouTube, donc disponibles pour les détenteurs d'appareils iPhone et iPod. iPod, iPhone et iPad. Vous savez, toute la famille Apple. Facebook.com/TVHR9 si vous désirez devenir adepte de notre page. Vous savez qu'on a franchi le cap du 1000 fans sur notre page Facebook et on vous en remercie. Et ériclatour.com, diffusé tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi à 10h, 17h, 22h, 1h30 la nuit. Et on rappelle le dimanche entre 16 et 18h30. Rendez-vous demain. Bye bye.